Bonjour, donc je m'appelle Gaëlle Levu et donc moi je travaille chez Orange. Au Technocentre d'Orange, je m'occupe de marketing produit. Donc il s'agit de l'ensemble des produits qui sont en marque Orange de type Livebox, décodeur, applications sur le Wi-Fi, applications sur ce qu'on appelle Orange et moi, enfin un certain nombre d'applications et de produits, de devices. En fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est encore un autre angle. Je crois que c'était un peu ce qu'on nous demandait d'aborder ça par différents angles. C'est tout ce qu'on appelle chez nous l'open innovation, qui est inspiré d'ailleurs pas mal de ce qui se passe sur des acteurs qui sont ce qu'on appelle over the top, type Google, mais type d'autres acteurs sur le marché, qui sont des opérateurs qui sont venus sur les réseaux des opérateurs télécoms et qui du coup avaient une agilité plus forte que les opérateurs télécoms qui investissent en fait sur le réseau et ce qu'on appelle plutôt les couches basses. Voilà. Donc juste peut-être en introduction, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, évidemment pour Orange, toute l'activité autour de tout ce qui est propriété intellectuelle, brevets, licensing, etc., continue d'être un modèle sur lequel on s'appuie beaucoup et sur lequel on travaille énormément. On a à peu près, je crois, un portefeuille de plus de 3000 brevets et on a plus de 50% de ces brevets qui sont bien dans des domaines stratégiques, en tout cas dans les nouveaux domaines stratégiques sur lesquels on souhaite se réaffirmer, que ce soit les services, tout ce qui touche autour des services de communication, qui sont quand même un peu l'historique d'un opérateur télécom, tout ce qui touche autour de la monétisation des données. Évidemment, on parle beaucoup de big data, fast data en ce moment, donc c'est des sujets sur lesquels on se positionne et on a pas mal de brevets aussi. Tout ce qui touche aussi autour de la sécurité. On a de toutes les études clients qui remontent en ce moment, on a des grosses interrogations de nos clients sur la sécurité. C'est toutes ces données qui me sont personnelles, où elles vont, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que j'en reste vraiment propriétaire, etc. Donc on sait qu'il faut qu'on travaille et donc on a aussi pas mal de brevets sur le sujet. Le cloud, l'Internet des objets, donc pas mal d'univers Orange, on est plus dans les univers réseau et puis tout ce qui est ici intelligence des réseaux proprement dit, donc la montée en débit. En ce moment on parle beaucoup de 4G, mais on est déjà en train de travailler sur la 5G et donc les évolutions, que ce soit aussi sur le réseau fixe à la maison, puisqu'aujourd'hui on parle de fibre, de FTTH, Fiber to the Home, en France, à Paris en particulier, mais qui aujourd'hui on est plutôt dans les centaines de mégas, voire en gigas, et on travaille sur les évolutions d'après. Donc tout ça, c'est une activité qui représente aujourd'hui toute la recherche et l'innovation, c'est à peu près 1,9% je crois de notre chiffre d'affaires. Et donc on a un réel enjeu aujourd'hui à la valoriser auprès des analystes. Je regardais tout à l'heure sur le tableau qu'on a présenté juste avant, on voyait bien qu'il y avait un vrai écart entre la valorisation boursière alors c'était France Télécom, mais d'Orange maintenant, et puis quand on rajoutait l'immatériel, ce que ça donnait. Et effectivement, pour un opérateur comme Orange, c'est quelque chose de très important. Donc on travaille avec des sociétés justement pour nous aider à valoriser cet immatériel et à le mettre en évidence pour voir comment ça peut nous aider. Et donc, typiquement, on va essayer de se comparer, on va essayer de mettre tout ça en avant, sachant qu'on voit bien que culturellement en Europe, on a un peu une culture peut-être un petit peu moins développée sur ces histoires de brevets, sur les batailles autour des brevets que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, que ce soit entre les États-Unis et l'Asie. Il y a de grandes batailles en ce moment, justement à coup de procès sur ces sujets-là. Donc voilà, donc on est plutôt bien positionné sur la partie européenne. On est évidemment plus petit si on se compare à l'échelle mondiale. Et donc, comme je disais, on a vraiment cet enjeu de montrer à quel point c'est une valeur et c'est une garantie sur le futur, en fait. Et c'est ça qu'on essaye de montrer. Sachant que ces brevets, on estime qu'ils nous permettent plusieurs choses d'un point de vue stratégique. Ça peut nous permettre d'aller plus vite sur le marché, entre guillemets, puisque ça permet aussi, entre guillemets, de mettre des bâtons dans les roues de personnes qui pourraient essayer d'aller sur les mêmes sujets. Donc c'est aussi une façon de rapidité et de garantir qu'on sera les premiers. Donc ça, c'est important.
Ça peut être aussi une source de revenus, puisqu'en fait, on tire, nous, des revenus de ces brevets, puisqu'on les met à disposition de partenaires et on en tire un bénéfice. Donc voilà, donc ça, c'est assez classiquement autour de l'innovation. C'était le modèle de fonctionnement. Alors évidemment, au-delà des brevets, on a tout ce qui concerne le secret de fabrication, etc., qu'on garde pour nous. Mais voilà, donc ça, c'était la partie, on va dire, un peu ouverte. Maintenant, on a terminé là, le dernier slide parlait de révolution numérique. Donc effectivement, on est en plein dedans. Je pense que c'est le début. On n'a pas vu encore tout ce que ça va donner. Et ça change beaucoup de choses sur la façon dont les clients se comportent aujourd'hui. En tout cas, nous, on le ressent tous les jours. Parce que maintenant, on a des clients qui donnent leur avis sur nos produits tout de suite. Et ils s'en privent pas. On a énormément de retours. Hein, alors, pour nous, Orange, mais dans tous les domaines, TripAdvisor, par exemple, est un succès énorme. Et pour les voyagistes, pour les hôtels, etc., c'est quand même un retour très, très fort sur ce que vivent les clients. Donc ça, il faut qu'on le prenne en compte. On a des clients qui vont comparer sur les sites les prix, les solutions, la performance des produits, etc. Et souvent qui arrivent en boutique plus experts que nos vendeurs. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte parce que ça change beaucoup de choses dans la relation client. En tout cas, il va falloir peut-être qu'on en tire parti, puisque avoir ces clients experts qui, pour certains d'entre eux, sont prêts d'ailleurs à partager leur expertise avec d'autres clients, pourquoi pas en tirer parti plutôt que de se le prendre, entre guillemets, en face d'un vendeur qui ne sait pas trop quoi faire de cette expertise quand il a le client en face de lui. On a des clients qui sont dans l'immédiateté. Aujourd'hui, on ne veut plus attendre. C'est-à-dire qu'on se pose une question, on veut la réponse tout de suite. Là, on parlait de la recherche. Quand on met un mot, on veut tout de suite, dans la seconde. Et de plus en plus, les clients, tout ce qui est rosace, quand on voit sur l'écran et que c'est en train de mouliner, ça énerve tout le monde. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau, au sens où avant, on commençait quand même à accepter d'avoir des temps de livraison. Enfin, quand on prend l'histoire du téléphone, au début, quand on mettait 1 semaine, 3 semaines à avoir le téléphone à la maison, après ça s'est fait très vite. Après, ça a été l'Internet, la DSL. Pour que vous puissiez avoir la DSL à la maison, ça prenait un petit peu de temps. Après, maintenant, ça va très très vite. Vous repartez avec votre box et puis ça marche quasiment tout de suite. Et maintenant, c'est sur la fibre où on voit qu'on a des délais un peu plus longs parce qu'il faut juste physiquement venir dans les trottoirs, il faut venir dans votre immeuble, il faut venir faire des actions physiques, mais les gens ne sont pas prêts à attendre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, l'immédiateté. Et puis, ils attendent des ruptures technologiques, on l'a dit aussi avant, qu'elles soient simples à l'usage, très intuitives. Nos clients, de moins en moins, ont envie de lire des notices d'installation. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort aussi fortement. Il faut que ce soit intuitif, il faut que ce soit beau, designé. Il faut qu'il y ait un plaisir, en fait. La technologie, en fait, elle doit apporter du plaisir aussi. Et donc, il faut qu'on soit dans ce modèle-là. Et donc, tout ça, pour un opérateur historique comme Orange, qui avait des modes de fonctionnement très tournés, effectivement, sur la technologie, sur les réseaux, sur la montée en début des réseaux, du coup, ça nous amène à nous repositionner en particulier sur comment être plus agile. On compare souvent Orange à un paquebot, et donc la paquebot, ce n'est pas forcément ce qui fait, entre guillemets, penser à quelque chose de très agile. Et donc, du coup, on réfléchit beaucoup en ce moment et on travaille beaucoup sur récupérer cette agilité, être capable d'être agile. Et une façon de le faire, ça passe par l'open innovation. Voilà, et c'est de ça que je vais vous parler un petit peu. Donc, qu'est-ce que c'est que l'open innovation ? En tout cas, ça tourne autour de trois grands principes. C'est l'ouverture de ce qu'on appelle les API, qui sont Application Programming Interface. En gros, c'est des petits, c'est des assets de l'entreprise qu'on avait l'habitude de garder pour nous, mais qu'on va ouvrir à d'autres. Et du coup, ça va démultiplier sa valeur parce qu'on l'a ouvert à d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut qu'on soit capable de faire même sur des couches assez stratégiques d'Orange qui étaient au niveau du réseau, qu'on n'avait pas jusqu'à présent beaucoup partagé, ouvert. Ça passe aussi par une ouverture des murs, donc par tout ce qui est la rencontre avec des startups, avec des PME innovantes, puisqu'en fait, aujourd'hui, comme tout va très vite et comme on ne peut pas tout inventer in-house, on a vraiment besoin d'être au contact de toute cette innovation et cette effervescence qu'il y a sur le marché. Et puis, éventuellement, le troisième axe pour tout ce qui est plutôt venture capital, mais là, je ne reviendrai pas forcément dessus, où là, c'est effectivement carrément acheter justement des capacités d'innover et on met de l'argent dans des boîtes en ce sens.
Alors, justement, la partie API, donc je vais vous passer, il est presque midi, donc un petit film, comme ça passera un peu la monotonie des présentations. Une API, Application Programming Interface, permet à une application ou un site web de profiter de fonctions ou d'accéder à des données d'un autre service pour construire une expérience nouvelle et enrichie. Comme une brique permettant de construire quelque chose de nouveau, d'enrichi et d'optimisé à partir d'une base commune. Par exemple, quand je clique sur le bouton « Partager » en bas d'une vidéo ou d'un article, eh bien je fais appel pour chaque fonction à une API, comme Mail, Twitter, Favoris, Facebook, Google+. Comme l'ensemble des grands acteurs du web, Orange ouvre aujourd'hui ses API afin de permettre à ses clients de retrouver et utiliser leurs services dans un plus vaste choix d'applications mobiles de partenaires. Ainsi, Join, le service de communication enrichi multi-opérateur, va permettre à nos partenaires comme Dailymotion ou Viadeo d'ajouter à leurs services les fonctionnalités de chat, visio et de partage de fichiers pour offrir à leurs utilisateurs une nouvelle expérience de communication directement depuis leur application sans devoir développer leur propre service. De même, le cloud d'Orange va offrir aux utilisateurs des applications WeVideo ou Pocket Scanner un seul et même lieu pour stocker leurs réalisations, montage vidéo et scan en toute sécurité. Désormais, les clients d'Orange pourront retrouver tous les contenus de leur cloud depuis une multitude de nouvelles applications. Et demain, via le programme Orange Partner, les développeurs, startups et partenaires vont pouvoir accéder à nos API pour imaginer de nouvelles façons d'utiliser nos services au quotidien et offrir à nos clients encore plus de services emblématiques d'Orange dans leurs applications ou écrans préférés. Donc juste pour revenir donc, sur la notion d'API, qui est quelque chose d'assez important et d'un point de vue méthodologie et façon de travailler est assez différent de ce qu'on faisait avant. Donc c'est vraiment le principe de se dire des briques fondamentales dans le métier d'opérateur pour Orange, que ce soit la facturation, que ce soit l'identité, parce que souvent pour aller pour profiter d'un nouveau service, il faut à chaque fois remettre un mot de passe, remettre son identité, etc. Que ce soit le cloud par exemple. Le principe est de se dire, pour obtenir cette agilité, pour valoriser justement le réseau et ce qui fait un opérateur, on va le mettre à disposition du monde ouvert et donc des startups, des programmeurs, des PME innovantes et on va leur permettre de développer, de rajouter une couche de valeur sur ce qu'on a fait nous en interne. Et ça démultiplie notre capacité à proposer des services. Si je reprends par exemple l'exemple du cloud, le Orange n'a pas forcément en vocation et on n'arrivera jamais de toute façon à proposer les solutions toujours up-to-date de montage vidéo, parce qu'il y en a une qui arrive quasiment tous les jours, etc. Et donc l'idée, c'est de se dire, cette entreprise cette petite start-up qui va proposer des solutions de montage vidéo, je vais lui ouvrir mes API du cloud, donc elle n'aura pas besoin de se poser la question et de payer son stockage pour mettre les photos ou les vidéos qui auront été montées. Et Orange profite de sa capacité et du fait qu'elle est experte dans ce montage, dans ce métier de montage vidéo, on va profiter de ça. Et donc l'idée, c'est grâce à cette ouverture, de démultiplier la valeur des assets qu'on a en interne. Et donc ces API, ces briques fonctionnelles, on va soit effectivement les ouvrir gratuitement, parce qu'on pense que le fait de les publier et de les rendre publics a suffisamment de valeur, en tout cas valorise suffisamment notre activité pour le faire gratuitement. Soit on peut le faire de façon on va dire, plus bilatérale avec un partenaire. Et à ce moment-là, on va trouver des modèles financiers et on peut faire ce qu'on appelle du partage de revenus, des choses comme ça. Donc, on va se mettre dans des modèles un peu différents. Soit, pour certaines, pour le moment, on les garde encore que vers l'interne. Et donc, elles vont être exposées qu'à des développeurs internes, etc., pour faire évoluer nos services. Donc, c'est un modèle qui s'inspire beaucoup de ce qui se passe, je disais, dans le monde des over-the-top et qui, du coup, commence à arriver chez les opérateurs. Et du coup, qui va nous permettre de gagner justement dans cette agilité et dans cette valorisation de ce qui étaient nos actifs avant, au-delà des frontières des 5000 chercheurs qu'on a en interne chez Orange. Voilà, donc du coup, c'est ce que je reprenais là. On est bien sur des modèles publics, des modèles plutôt en partenariat et puis du pur interne Orange.
Donc également sur cette notion d'open innovation, il y a toute la capacité de s'ouvrir et d'aller à la rencontre et de créer des partenariats. C'est-à-dire qu'on a vu que dans les axes immatériels, valorisation immatérielle, la capacité en fait à avoir des partenaires et à attirer en fait des nouvelles idées, c'est quelque chose de primordial, en tout cas dans le monde numérique face à la révolution numérique dont on parlait avant. Donc on a par exemple 2 initiatives au sein d'Orange. Une première qui s'appelle les Orange Fab, c'est quelque chose qu'on a lancé à San Francisco en début d'année, qui a très bien fonctionné. On a fait un appel en fait à des projets et à des startups. On en a sélectionné 5. On a travaillé avec elles. On leur a permis en fait d'avoir accès à des experts. On leur a permis d'aller dans les pays Orange entre guillemets, puisqu'on est sur 25 pays, donc leur ouvrir des marchés. Et du coup, c'est vraiment du gagnant-gagnant, puisque ces petites entreprises on accélère leur déploiement et à l'inverse, Orange, dans l'autre sens, récupère une partie de leur innovation, en tout cas on en profite. Donc ça, c'est un point important. Et du coup, comme cette initiative a très bien fonctionné, on la lance en France. Donc en ce moment là, donc si vous connaissez, d'ailleurs j'en profite, je fais un peu de pub, si vous connaissez des startups françaises qui sont intéressées, il y a un site qui s'appelle orangefab.fr sur lequel elles peuvent déposer leur dossier. On va avoir la même initiative donc en France et en même temps on la lance au Japon et on la lance en Pologne. Et l'idée c'est vraiment de croiser et de profiter de cette internationalisation pour pouvoir profiter justement et aller plus vite vers ces innovations que d'attendre effectivement que ça remonte de l'interne. Autre initiative, on organise beaucoup d'hackathons. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des week-ends souvent, justement, où on a un sujet, on a ces fameuses API, par exemple, qu'on expose. Et pendant un week-end, on enferme des gens très brillants et très créatifs. On leur fournit plein de pizzas, voilà, de quoi, du Red Bull, etc. Et à la fin du week-end, on ramasse les copies. Et en général, ils nous proposent des prototypes. Enfin, ils ont développé des choses. Et c'est assez incroyable. La richesse de ce qu'on peut avoir en un week-end. Et pour nous, Orange, c'est aussi c'est très intéressant parce que ça permet de nous challenger. On a des cycles en interne qui sont longs. Et là, en un week-end, on a des tout jeunes. Je crois qu'on en a fait un la dernière fois là, sur justement Join, toutes ces technologies-là sur les services de communication. On avait un jeune qui devait avoir 15-16 ans qui nous a fait des choses vraiment incroyables. Et donc, on en fait de plus en plus. On en fait en France, on en fait dans les autres pays, on en fait en partenariat avec d'autres opérateurs. Là, on en a fait un avec Deutsche Telekom, justement, entre Paris et Berlin. Et donc, ces initiatives-là, c'est aussi une richesse pour Orange d'aller au contact comme ça de ces jeunes talents qui, pour certains, n'ont pas forcément envie d'être directement embarqués dans une grosse entreprise comme Orange, parce qu'ils se sentiraient peut-être un peu à l'étroit, et en même temps, on profite de cette capacité d'innover. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, pour résumer sur l'Open Innovation, je crois que l'enjeu pour nous, c'est effectivement, on a 5000 chercheurs, on a 5000 personnes en tout cas dédiées à l'innovation, qui sont plutôt sur des métiers cœur opérateur, et on voudrait les recentrer beaucoup sur ces métiers-là. Il y a beaucoup de choses à faire encore dessus, puis ça a une valeur énorme. Mais l'intérêt, c'est que grâce à ça, on va pouvoir avoir accès à plus de 20 millions de développeurs dans le monde. Et donc, du coup, ça change complètement l'échelle. Et cette agilité qu'on cherchait, cette créativité qu'on cherchait, c'est une façon, alors ce n'est pas la seule, évidemment, on continue à s'appuyer sur l'interne, mais c'est une façon extrêmement intéressante de casser un petit peu les façons de travailler et de s'ouvrir sur le monde. Et du coup, c'est vrai que ça aussi, ça a des impacts un peu, on va dire, RH, au sens où il va falloir être capable d'être moins dans la culture du secret et de se dire que ce que je développe aujourd'hui va pouvoir être publié, entre guillemets, et partagé avec d'autres. Et ce n'est pas pour ça que ça perd de la valeur. Au contraire, ça en prend plus. Donc il y a aussi cet aspect culture qu'il va falloir un petit peu faire évoluer.
Et donc je pense que cette open innovation, en tout cas nous côté Orange, on pense que c'est vraiment une des clés de succès sur lesquelles il va falloir qu'on investisse beaucoup face aux nouvelles ruptures technologiques qu'on voit arriver devant nous, hein, que ce soit tout ce qui touche à la réalité augmentée. Donc vous savez, la capacité, on parlait des Google Glass, qui est on va dire un vecteur de réalité augmentée, mais il y en a bien d'autres. Cette réalité augmentée, si on va vouloir y travailler, il va y avoir des use cases, en tout cas elle va pouvoir s'immiscer vraiment partout dans la vie des gens. Donc, vous prenez votre machine à laver, il n'y aura plus de notices avec votre smartphone. S'il y a un problème, ça vous montrera exactement d'où vient le problème, etc. On va l'avoir dans beaucoup de choses de la vie quotidienne. Et donc, on peut pas, une seule entreprise ne peut pas détenir l'ensemble des innovations qui vont être sur cette technologie. D'où l'importance de s'ouvrir. La partie cloud aussi, hein, on n'est qu'au début de la cloudification, entre guillemets, de l'ensemble du système numérique. C'est à la base. Les big et fast data, donc on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine aujourd'hui. Alors, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, on a eu une initiative, on travaille avec la région PACA, en particulier avec Marseille aussi, où on croise les données donc anonymisées de nos clients avec les données mobiles et toutes les données du réseau. Et ça donne des cartographies assez intéressantes d'où sont les gens, à quelle heure ils sont, comment ils se déplacent. Et croiser avec des données, par exemple, de tout le trafic routier, de tout ce qui concerne les solutions de transport collectif, etc. Ça va pouvoir aider la ville de Marseille à optimiser complètement justement ces bus, ces métros, etc. On a eu également, on a travaillé des projets en Afrique sur des solutions pareilles avec les données réseau, parce qu'en fait on va dire le taux d'équipement en mobile, en réseau mobile est assez important dans certains pays d'Afrique, beaucoup plus important effectivement que l'accès Internet, etc. Mais la partie prépayée mobile est très, très forte. Et donc on a des bonnes couvertures de la population, ce qui permet, on a eu des projets qui permettent par exemple en cas de maladie et d'épidémie, etc., de voir ce qui se passe, que des populations ne bougent plus, etc. Donc du coup c'est des données très très importantes qui vont changer aussi la façon de penser certains plans d'information, etc. autour de ces maladies. Donc beaucoup de choses très intéressantes qui vont arriver des big et fast data, mais qui vont arriver de l'ensemble des domaines de la société. Donc c'est pareil, il va falloir ouvrir tout ça pour qu'on puisse y rajouter de la valeur. Et donc toute cette capacité d'ouverture, aujourd'hui effectivement, elle n'est pas des comptes d'Orange. Quand on publie nos comptes, c'est pas du tout dans les comptes. Et pourtant, c'est la capacité à faire demain. C'est-à-dire que si on veut continuer à innover et à tenir notre place demain, si on n'est pas capable de se mettre dans ce modèle-là, on va juste regarder les trains passer et on ne fera pas partie de l'aventure. Et donc, il y a un vrai décalage entre on va dire les efforts que l'entreprise va mettre et l'énergie qu'elle va mettre à être capable de sauter dans cette révolution, et puis effectivement sa valorisation boursière et puis la restitution qu'on peut avoir de façon plus classique dans sa comptabilité. On essaye d'en parler un peu de façon qualitative quand on publie nos résultats, mais ça reste de façon qualitative et pas forcément encore extrêmement valorisé ensuite auprès des analystes. Voilà, je crois que j'ai tenu dans les temps. C'est parfait.